Les données sont le carburant des réseaux digitaux. Sans elles, rien ne marche. Mais ensuite, que deviennent-elles? Elles ne flottent pas dans l'air. Elles circulent via des câbles sous-marins. Environ 450 de ces câbles traversent les océans. Ces autoroutes numériques relient l'Europe aux États-Unis avant tout et aussi au reste du monde. C'est ainsi que circulent nos likes, nos posts, nos achats. Toutes ces données et métadonnées sont distribuées par des points d'échange Internet, puis stockées dans des milliers de data centers comme celui-ci. Ce qui nous paraît léger et quasiment invisible repose en fait sur de gigantesques infrastructures. On dit Internet et on pense que c'est un grand réseau, mais en réalité, il y a 55 000 réseaux différents. C'est pourquoi on a intégré les échangeurs Internet dans ce concept global de l'Internet pour permettre de relier ces nombreuses intersections. L'un des principaux points d'échange Internet d'Europe, appelé DKIX, se trouve à Francfort-sur-le-Main, dans l'un de ces data centers hautement sécurisés. Nous n'avons pas d'ordinateur, mais nous avons des commutateurs. Nous organisons l'accès d'un réseau à un autre. Le processus est bien sûr entièrement automatisé et extrêmement rapide. Nous devons considérer ces échangeurs Internet comme des points d'échange internationaux. C'est-à-dire qu'il s'agit de trafic international. Si quelqu'un veut envoyer un email d'Italie vers la Russie, il l'enverra probablement d'Italie vers le DKIX. Et de là, un fournisseur d'accès russe va le récupérer et le transmettre à Vladivostok ou ailleurs en Russie. C'est un réseau stupéfiant, en perpétuel développement. Le socle de toutes nos activités dans le monde numérique. Mais l'Europe a un problème. La plupart des données sont enregistrées et traitées par des groupes technologiques américains et chinois. Pour utiliser leurs services, il faut consentir à la collecte de nos données et en les cédant, nous en perdons le contrôle. Les grands groupes peuvent en faire pratiquement ce qu'ils veulent. À partir de ce que nous faisons, consommons, pensons, ils peuvent créer des profils virtuels pour chacun d'entre nous. Et après nous avoir ainsi passés au crible, ils peuvent anticiper et influencer nos décisions et même nos opinions politiques. Cela s'appelle du micro-ciblage et c'est parfaitement courant. Les groupes technologiques font tout pour que nous nous croyions en sécurité quand nous naviguons sur le net. En réalité, c'est le Far West. La loi du plus fort, avec des effets déstabilisateurs parfois massifs. Je n'oublierai jamais la première fois où l'un de mes articles a marché, comme on dit. C'est-à-dire qu'il a eu un grand nombre de partages et de likes. Le titre devait être « Incroyable, cette plante peut tout guérir », confirmé par les médecins. Ou quelque chose de ce genre. En 24 heures, j'ai gagné environ 4 500 €. Je me suis dit, je pourrais faire ça toute ma vie. Fake news, hoax et autres cybermanipulations, ces fléaux ont envahi le net. Dans les Balkans, la Macédoine du Nord est devenue une plaque tournante des adeptes du clickbait, sorte de démarchage virtuel. Faute de perspectives professionnelles, de jeunes web designers bien formés créent de toutes pièces de faux contenus web. C'est le nombre de clics qui paye. Une demi-heure de travail par jour me permet de gagner 10 fois le salaire moyen. Il y a une histoire intéressante, une blague au départ. Un article selon lequel la fille d'Obama s'était fait renverser par une voiture. L'article est devenu viral.
C'est à ce moment-là que nous avons réalisé qu'on pouvait faire plus que publier des informations totalement non contrôlées et non vérifiées sur la santé et la beauté. Et donc on a commencé à vendre des créneaux pour des messages. On ne vérifiait pas de quoi parlaient les messages. Si on nous payait, on partageait n'importe quel message sur les réseaux. C'est surtout sur le marché américain que ces jeunes Macédoniens gagnent de l'argent. En partageant de fausses nouvelles sur des pages Facebook et Google, ils ont même réussi à influer sur l'élection présidentielle de 2016 aux États-Unis. La rhétorique dans beaucoup de ces messages était pro-républicaine. Grâce à l'effet réseau, nous pouvions les partager avec une multitude de gens. Du coup, nous avons indirectement influencé les résultats des élections en 2016, quand Trump a été élu président des États-Unis. Google et Facebook étaient soumis à une énorme pression, surtout du fait de l'administration américaine. Ils étaient au courant pour la propagande sur les réseaux sociaux, mais ils ne nous ont pas stoppés pour autant. Pourquoi ne l'ont-ils pas fait? C'est curieux. Il suffisait de débrancher la prise. Après l'élection de Trump, je pense qu'il leur a fallu près de 7 mois avant de fermer toutes nos pages, nos comptes publicitaires, etc. Voici Vélez. La ville a acquis le triste surnom de capitale mondiale des fake news. Les fake news ont déstabilisé la démocratie américaine, mais elles ont aussi joué un rôle dans le Brexit et à moindre échelle dans les présidentielles françaises de 2017. Jusqu'ici, les États ont peiné à trouver des parades. D'autant que des sociétés comme Facebook agissent comme des États indépendants, avec leurs propres lois. Il existe de nombreux réseaux sociaux. Mais la suprématie mondiale de Facebook, aujourd'hui Meta, est écrasante. Côté commerce électronique, Amazon écrase sans pitié la concurrence. Cette hégémonie se retrouve dans presque tous les secteurs du numérique. L'infrastructure digitale du XXIe siècle a été bâtie par une poignée de sociétés américaines. L'Europe restera-t-elle à jamais dépendante de ces géants ? La Commission a décidé d'infliger à Google une amende de 2,4 milliards d'euros. L'Union européenne a infligé à Google une amende record de 5 milliards de dollars. 2015, l'Union européenne déclare la guerre au monopole de certains géants du numérique. C'est la première institution publique au monde à s'y résoudre. Afin de rétablir une concurrence loyale, Apple doit jusqu'à 13 milliards d'euros de taxes impayées. Objectif de l'Union européenne, encadrer les acteurs hégémoniques du marché, les obliger à lutter contre les fake news et rendre aux citoyens le contrôle sur leurs données. Ce qui se passe en ce moment, c'est que la démocratie reprend le contrôle sur des éléments fondamentaux. Pendant très longtemps, des décisions essentielles ont été prises à huis clos dans des conseils d'administration et pas dans notre démocratie. L'objectif n'est pas de nier l'aspect commercial des technologies, mais de rappeler qu'il est 100% légitime que ce soit nos représentants élus qui décident de l'orientation de nos sociétés. Les géants du web n'ont pas dit leur dernier mot. À Bruxelles, leur lobby est énorme et puissant. Chaque année, ils dépensent près de 100 millions d'euros pour infléchir les décisions politiques dans leur sens. L'Union européenne prépare actuellement 2 paquets législatifs historiques. Une fois adoptés, ils permettront de lutter plus efficacement contre les contenus illégaux. Et les entreprises devront se montrer plus transparentes sur leurs algorithmes internes. Mais ce n'est pas tout. Nous sommes en train de préparer une législation sur les marchés numériques qui obligera ceux qui détiennent un pouvoir significatif sur le marché à le restreindre dans une certaine mesure.
Pour l'instant, nous avons un dossier Amazon qui porte précisément là-dessus. Vous êtes un petit commerçant sur Amazon Marketplace. Il est vraiment difficile pour vous d'obtenir vos propres données, de connaître ce que vos propres clients aiment. Mais Amazon Retail, la branche vente au détail, elle obtient toutes ces informations. Elle sait ce que vous vendez et peut ainsi mieux vous concurrencer. Donc, ce genre de choses apparemment très simples, le fait de pouvoir obtenir ses propres données, devrait être une conséquence positive de ce que nous mettons en place.